Bon matin, gens du Québec! Et moi, je suis là et c'est à nous. La 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 la! Bon après-midi, Jean de Raff. Bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Accompagné du chroniqueur aujourd'hui, Goulven Bazir, pour la chronique Cohabiter avec la nature. Salut Goulven! Salut Mario, salut à chacun. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci à tous les amoureux de la nature d'être présents à écouter ce message qui, j'espère, va vous accompagner dans votre chemin. Ah, jamais à ce que tu viens de dire, hein? Les amoureux de la nature. Et ça, je pense que Goulven, de plus en plus, les gens prennent conscience un peu et deviennent un petit peu plus en amour avec ce qui les entoure dans la vie de tous les jours au quotidien. Et la nature en fait de plus en plus partie. Exact. Écoute, je reviens d'une semaine passée en forêt où j'ai eu la chance d'être vraiment en contact pendant assez longtemps avec certains arbres, vraiment au cœur de la forêt seul dans un coin. J'ai même demandé à un arbre où est-ce que je pouvais dormir une nuit et je me suis laissé guider et j'ai trouvé une cabane dans les arbres. Ce qui pour le petit enfant intérieur était comme waouh, trop bien. Mais non, mais party! Donc comment? Party, j'espère que t'as appelé Ah tes ouais, c'était amis. vraiment le party là. Ben, j'étais tout seul quand même, c'était parfait Oui. aussi de pouvoir se recentrer, Yes. de se demander qu'est-ce que j'avais vraiment envie. Ce qui m'a permis de focaliser un peu sur ce que je désirais mettre en avant en fait dans l'écriture du livre que je suis en train de faire en ce moment. Et je me suis dit, mais c'est quoi la question qui me revient le plus souvent lorsqu'on vient me poser des questions sur l'habitat ou les personnes qui parlent de moi. À chaque fois, le sujet, le mot-clé qui revient, il y en a un qui est majeur, qui est souvent associé à un autre, qui est être autonome. Mhm. Les gens, ils désirent, on vient souvent me poser cette question, Goulven, comment je peux être autonome? Effectivement. Et moi, j'associe souvent cette donnée-là à être responsable ou à se donner, comment dire, partir en quête de sens et donner du sens à ses valeurs, à ses actions, à ce qu'on a envie d'incarner en fait sur Terre. Et là, c'est là où on commence à vraiment comprendre le terme cohabiter avec la nature, parce que cohabiter, c'est de se dire, ok, moi je vais habiter avec mes valeurs, le sens que je veux donner avec cette nature, mais pour ça, oui, je veux être autonome, mais en fait, autonome, c'est un peu la finalité, c'est un peu le résultat final. Pour y parvenir, je trouve ça intéressant d'avoir à donner du sens dans chacune de nos actions, étape par étape, petit geste après petit geste, pour pouvoir se sentir responsable de se dire, ok, c'est moi l'acteur principal de ce que je veux incarner dans chacun de mes actions pour, en donnant du sens, en donnant du sens, je donne une direction et donc je vais vers cette autonomie. Et Voilà le écoute, grand mot qui me revient très très souvent. et c'est extraordinaire que tu amènes ce mot-là, parce qu'effectivement, Goulven, moi, quand j'ai commencé à faire une approche et que je t'ai rencontré, etc., le premier mot qui me vient en tête du début de tout, pourquoi j'ai eu le désir de faire certains changements ou que je veux mettre en application, c'est parce que j'ai le goût d'atteindre cette autonomie-là. Mm-hmm. Et pour des raisons X, Y, Z, on a toutes des raisons de vouloir atteindre une autonomie quelconque. Mais moi, je me dis toujours, vaut mieux pas dépendre de l'épicerie puis de la voiture si jamais il arrive de quoi demain matin. Vaut mieux être capable de survenir tout de suite à une certaine forme de vie de qualité. Ça, c'est vraiment intéressant comme justement comme jour. De combien de jours tu es capable de résister, de pouvoir te nourrir si du jour au lendemain, par exemple en hiver, c'est facile à imaginer ça au Québec, tous les camions sont pris dans la glace et ils peuvent plus se déplacer, donc ils peuvent plus amener l'alimentation dans les supermarchés, donc tu peux plus te nourrir. Moi, je vis au centre-ville de Montréal. Comment je fais pour pouvoir vivre à ça? Il y a une couple qui paniquerait d'après moi quelques heures après. Euh, oui, ça c'est probable aussi. Il y a un truc aussi qui est important, c'est que même si vous êtes dans le sud de la France, entre Marseille et Nice, j'avais fait une étude à l'époque lorsque j'habitais là-bas, et j'avais constaté qu'il existait seulement l'équivalent de maraîchers et de producteurs alimentaires qui étaient capables de produire de la nourriture pour seulement 2 à 3% de la population pas mondiale, mais de la population entre Marseille et Nice. Donc à peu près 6-7 millions, peut-être 8 millions de personnes. Sur ces 8 millions de personnes, il n'y aurait que 2 ou 3% qui étaient capables de se nourrir. Pour la simple et bonne raison, c'est que l'ensemble des producteurs qui avaient autour de Marseille et Nice, ce sont des personnes qui se sont converties à produire du vin ou de l'huile d'olive. Sinon, quand on commence à avoir tous les autres, oui, il y a quelques personnes qui font du fromage, qui font de la production de légumes, de fruits, ce genre de choses, mais par rapport à la quantité, tu sais, quand on prenait juste la bande littorale, c'était un désert vert. C'était vraiment un désert alimentaire. Donc, Wow.
et c'est facile d'imaginer en plus le fait qu'il y ait plus de pétrole qui puisse alimenter Nice, par exemple, parce que l'ensemble de l'essence arrive à Marseille et ensuite est redistribué dans l'ensemble du pays. Mais les oléoducs, donc les canaux qui sont capables de transporter le pétrole de Marseille jusqu'à Nice, s'arrêtaient aux alentours de Fréjus, un peu avant les montagnes de l'Estérel, en fait. Et donc tout le reste était pompé dans cet oléoduc dans des camions pour envoyer l'essence à Cannes et à Nice. Nice, c'est quand même plus d'1 million de personnes. Hein. La bande littorale des Alpes-Maritimes, là, on dépasse les 2 millions de personnes facilement, peut-être 3 millions maintenant. C'est du monde. Ouais, il y a vraiment du monde. Ça se demandait comment ils ont fait dans les 40 kilomètres qu'il y a, là, mais c'est facile, les gens s'entassent, ils s'empilent l'un au-dessus de l'autre. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on peut vivre dans un environnement, on se dit non, il n'y a pas de problème, il y a du soleil, il fait beau, il y a des terrains, c'est cultivé. Mais non, c'est cultivé par des choses qui ne sont pas nécessairement consommables pour pouvoir répondre à nos besoins. Il y a aussi une autre information qui est vraiment intéressante, c'est d'être conscient de la consommation des ressources. Donc là, je viens de vous en parler par rapport à chez vous, là où vous pouvez être entre le Québec ou la France. Mais est-ce que vous avez une idée que l'humanité globale, a consommé l'intégralité de ce que la Terre est capable de produire en l'espace de 12 mois? Je sais pas si vous êtes déjà au courant de ça, mais en fait, le 2 août... C'est sûr, ça vient de passer. C'est ça vient de passer le 2 août, donc le début du mois, là. Ça fait à peine 7 mois. Il y en a 5 qui restent, là, puis on a tout consommé ce qu'il y avait à consommer. Donc là, aujourd'hui, on est en train de consommer. C'est bizarre, hein, on a encore de l'alimentation dans les supermarchés, ce genre de choses. Ça paraît un peu décalé comme chiffre. Mais c'est parce qu'on est dans une fausseté, dans le fait qu'on vive dans un pays riche. On a toujours cette notion d'abondance. Il y a toujours énormément de nourriture dans les étagères des supermarchés. C'est complètement abondant. Donc, on est un peu décalé, déconnecté de la réalité par rapport aux ressources. Oui. Mais lorsqu'on prend la capacité à la planète à reproduire ce qu'elle a été capable de produire et ce que nous, on a consommé, ben nous, on a été capable de consommer l'équivalent de plus qu'une planète, il reste 5 mois et il n'y a plus rien à manger. C'est quand même, c'est assez spectaculaire quand on prend juste le temps de s'attarder à ces statistiques-là ou à ces reportages-là. Moi, je suis déjà ça depuis 4 ou 5 ans, déjà, l'histoire de la consommation planétaire. Et la première fois que j'ai entendu ça, j'ai fait comme, je me disais, c'est impossible. Pourquoi c'est possible? Oui, c'est possible, c'est parce que nous, on voit pas ce manque-là. On le voit, oui, parce que bon, il y a certaines personnes quand même proches de nous, on commence à réaliser qu'il y a un certain manque alimentaire qui se produit, hein, parce que le financier, etc., puis le quête. Mais il y a d'autres pays où ils n'ont carrément rien à manger, là. Et souvent, ils n'ont rien à manger parce que leur nourriture, par exemple, on va prendre l'Amérique du Sud avec la quinoa, ils la produisent pour pouvoir l'exporter vers qui? Chez nous. Donc c'est pour ça que nous, on est dans un flou un peu artistique par rapport à la connexion avec ces personnes qui vont être, ils vont être obligés de jeûner, quoi, d'une certaine façon. Alors c'est très bon le jeûne pour la santé, hein, mais pas forcé. Puis c'est mieux de le faire par intention. Puis quand on parle de culture, d'alimentation, ces choses-là, bon, on sait très bien qu'actuellement, la majorité des pâturages qui sont utiles à l'homme servent à nourrir le bétail, donc ne servent pas à nourrir l'humain. Donc, c'est quand même extraordinaire. Ça, en tout cas, j'aborde cette thématique-là parce qu'on peut le voir dans quasiment tous les documentaires, dans toutes les informations des gens. Ils annoncent un peu, genre, le truc qui fait peur, qui fait chier, secours, tu sais, bon, c'est aussi souvent pour remettre en perspective le fait qu'il faudrait peut-être se bouger. Et être autonome, c'est être responsable, et donc c'est d'être conscient de l'impact de l'homme et de l'humanité sur la planète. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est de rapatrier ça maintenant à chez soi. Alors chez soi, on parle de l'habitat. Moi, je parle tout le temps de cohabiter avec la nature. Je parle tout le temps de la maison. Comment revoir toute cette image-là chez soi? Il y a une maison. Alors, on va prendre l'exemple de ta maison, Mario. Tu me diras si je me trompe. T'as dit yes, on va en reparler après. Une maison, lorsque elle n'est pas bien isolée, elle va aller puiser l'eau sans avoir une réflexion sur la consommation de l'eau et toute l'alimentation si tu la produis pas localement, eh ben il faut imaginer que ta petite maison, elle va aller chercher de l'énergie à l'extérieur, elle va aller chercher de l'eau à l'extérieur, elle va aller chercher de l'alimentation à l'extérieur pour pouvoir faire quoi? Permettre à la personne à dormir, avoir de l'hygiène dans sa maison et manger. Oui. Et se sentir bien, confortable dans une maison. On vient de comprendre que notre maison, ça peut être notre premier acte à donner du sens, à agir localement chez soi, à se dire, OK, ma maison, là, elle est tout le temps en train de
peut-être comme une espèce de grosse machine, grosse menthe religieuse qui va, non, c'est pas un animal, il n'y a rien là-dedans. Mais en tout cas, une espèce de tentacule qui va aller manger. Ah bah tiens, ça te fait peur. C'est mes mains qui te font. T'as bougé tellement que ça a fait tomber une caméra à terre. Ça, c'est pour dire à quel point je peux avoir la capacité à aller. Énergivore. Moi, le fait qu'on ait les deux écrans ensemble, j'ai comme la capacité à attraper ta caméra. Ah ouais, stop. Ça check un peu, là. Enfin bon. Tasse ta main. Bon, oui. Mais effectivement, la maison devient vraiment le gros consommateur. Ton lieu devient si tu deviens pas autonome, tu vas aller chercher de l'énergie partout à l'extérieur pour l'amener vers ton confort, ton propre C'est confort. Ça. Et là, si on a cette réflexion-là, si moi je vais chercher l'énergie qui est en Alberta, par exemple, dans les sables bitumineux, on se rend bien compte que le fait de consommer de l'énergie, du pétrole, ce genre de choses, va avoir un impact sur l'environnement là-bas. Si je produis moi-même mon énergie, ou même si j'évite de consommer de l'énergie, je vais en parler juste après, on consomme moins. Je dis pas qu'il faut arrêter du jour au lendemain de consommer de l'énergie. Je suis juste en train de dire, avoir cette conscience et se dire, ok, l'énergie que je consomme, d'où elle vient? Quel est l'impact sur l'environnement? Si ma nourriture, elle est produite au Mexique ou à d'autres endroits, quelle est la quantité d'énergie qui est dépensée pour pouvoir l'amener jusqu'à chez moi? Quelle est la quantité de nourriture que je pourrais produire chez moi? Et l'eau, on est dans une illusion totale au Québec de croire qu'on a une immensité de quantité de ressources en eau. Moi, comme le terme québécois, hein, je capote complètement sur la consommation de tous les Québécois, et pas que les Québécois, hein. Même les personnes qui viennent d'un autre pays qui avait comme une restriction importante en eau, comme ils ont vu que c'était un peu facile de pouvoir consommer de l'eau ici, c'est même plus que facile, c'est magique. Tu arrives au robinet, tu ouvres, il y a de l'eau qui coule. Moi, je viens de passer une semaine dans la forêt, je peux vous assurer que l'eau, c'est ce qui a le plus lourd à porter. Tu peux pas nécessairement boire l'eau de la rivière. Tu sais pas trop ce qu'il y a en amont. Tu sais pas s'il y a des animaux qui sont morts, qui font que tu vas boire des bactéries qui vont te rendre malade. Donc, tu veux transporter ton eau potable. Ouais. Enfin, potable dans des bouteilles, c'est pas toujours potable, mais si elle vient d'un puits, tu l'as fait reposer, qu'elle est dans un beau récipient, il y a pas de problème là-dedans, mais avoir une consommation d'eau qui est hallucinante. Enfin bon, vous connaissez les chiffres, hein. J'ai pas envie de vous taper dessus là-dessus. Mais quand t'as commencé à parler d'eau de même, là, moi ici à la maison, je suis comme, là des fois je roule, là je fais comme, qui laisse la chambre ouverte, là? Ça n'a pas de bon sens. Pourquoi qu'elle coule, là? Personne n'a besoin. Arrêtez-moi ça presse. Et là, on a des bacs, là, on va commencer, tu sais, on a récupéré de l'eau l'autre jour. Fait qu'on arrose avec ça, puis au lieu d'ouvrir la haute. Mais là, parce que j'ai un des garçons qui disait, un des plus vieux, il disait tout le temps, oh, mais c'est pas grave, c'est de l'eau de source, on en a tout le temps. Non. Alors, d'où vient cette illusion de croire qu'on en a tout le temps? En fait, on est dans un pays où on a des lacs de partout, il pleut régulièrement parce qu'on a beaucoup de forêts. Je fais le lien avec la forêt, c'est parce que c'est la forêt qui appelle la pluie. Hein? Quand dans un désert, il pleut pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas de forêt. Il n'y a rien pour c'est un peu étrange d'imaginer que c'est une forêt qui appelle la pluie, mais une forêt, un arbre est capable de dégager des composés organiques volatiles, et ces composés organiques volatiles vont aller dans l'atmosphère et vont réagir avec la chimie de la stratosphère pour pouvoir rassembler des nuages et se mettre à pleuvoir. C'est tout. Tout simplement. Donc oui, on parle d'évaporation, et quand l'eau elle se met à retomber, c'est souvent à des endroits assez précis parce que la nature est extrêmement intelligente quand même. L'homme essaye de jouer un peu avec ça en mettant des trucs dans le ciel pour pouvoir dissiper les nuages ou les rassembler à certains endroits. Mais ça, c'est un peu étrange de jouer avec la nature parce que je suis pas certain qu'une poignée d'hommes sache maîtriser l'ensemble de l'écosystème. Mais par rapport à l'eau, cette quantité d'eau qui tombe au Québec, elle nous paraît extrêmement abondante. Sauf que la quantité d'eau qu'on extrait et qu'on consomme, qu'on pollue et qu'on envoie dans le Saint-Laurent généralement, en ayant un peu de traitement parfois, hein, pas toujours efficient, mais en tout cas il y a parfois du traitement. La quantité d'eau qu'on va extraire du sol est supérieure à la quantité d'eau qui va être capable de s'imprégner dans les ressources aquifères. Ça veut dire que la quantité d'eau qu'on consomme est toujours supérieure à la quantité d'eau qu'on extrait, que la nature est capable de renouveler. Donc on est un peu dans la même logique avec la problématique de consommer plus de ressources comme l'ensemble de la planète qui est arrivé le 2 août. Donc on est tout le temps en train de revivre la même chose.
Et c'est quelque chose d'assez facile, en fait. On peut demander à un enfant d'installer un puits, de mettre une pompe et de voir la quantité d'eau qu'il est capable d'extraire de la pompe et de voir l'eau qu'il met sur le sol, de voir en combien de temps l'eau va rentrer dans le sol. On va se rendre compte que on est capable d'extraire plus vite l'eau que la quantité d'eau qui s'absorbe dans le sol. Et en plus, suivant la typologie du sol. Si c'est du sable, c'est sûr que ça va être plus rapide, mais si c'est de l'argile, ça va pas descendre. Ça va. Ça va rester même un étang. Tu sais. Quelque temps. Donc ça, c'est quelque chose qui est... Enfin, quand on a conscience que notre maison pourrait être productrice d'énergie, de confort, d'alimentation et d'avoir une récupération d'eau, parce que l'eau la plus potable qui existe sur la planète, moi, je viens d'en parler, hein, c'est celle qui vient de là-haut. Oui. Parce que celle qu'on extrait du sol, oui, elle est potable, elle est pleine de minéraux, ce genre de choses. Mais l'inconvénient, c'est que souvent autour de chez nous, il y a des champs, il y a des personnes qui cultivent et qui mettent des produits qui sont nocifs pour notre santé. Et avoir une eau saine, c'est la première chose. C'est notre deuxième aliment. Hein. Notre premier aliment, c'est l'air. Le deuxième aliment, c'est l'eau. D'ailleurs, quand on regarde un peu les chiffres de qu'est-ce qui est consommé dans un supermarché, les 10 premiers chiffres, en général, les 10 premiers éléments le plus achetés dans un supermarché, c'est tout ce qui est liquide. Alors, étrangement, il y a aussi du Coca-Cola qui est dedans. Je comprends pas comment les gens arrivent à boire ce genre de choses. Pour moi, c'est un truc pour nettoyer les WC quand c'est un peu sale. Et le seul élément solide qui est vraiment récurrent, en tout cas, c'était pour l'étude que j'avais lue en France, l'élément solide des 10 produits les plus achetés en supermarché, c'est pas un élément solide, c'est le Nutella. Ah, le Nutella. Enfin bon. Oh. Bon appétit. C'est à se demander ce que mangent les gens, tu sais. Pourtant, à première vue, moi, je mange une immense quantité de légumes. C'est assez impressionnant. C'est quand même 60-70% de mon alimentation. Après, le reste, ça va être des corps gras et des céréales. Voilà. Mais d'après moi, les prochaines études dans les prochaines années vont avoir tendance à être probablement avoir un changement dans les statistiques. J'imagine, en tout cas. Je le souhaite. Je le souhaite. De tout mon cœur. J'aimerais bien avoir le même genre de chiffres, pas pour les supermarchés communs, mais des supermarchés bio aussi. Oui. Voir s'il y a une différence. Si les gens sont, que j'estime un peu plus conscients quand on va dans un marché bio, logiquement, t'es un peu plus conscient, parce que t'es prêt à payer parfois un petit peu plus l'équité, la qualité, la localité, enfin, tu vois, manger local, commerce équitable et manger sainement sans les pesticides, insecticides et compagnie. Ok, donc maintenant qu'on a compris la consommation de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation, qu'on peut la rapatrier chez soi, on le voit bien avec l'exemple des Earthships, qui est le principe même d'avoir à se dire, ok, qu'est-ce que j'ai besoin, moi? C'est un abri pour pouvoir me protéger. Donc, tu construis un toit avec des murs et des fenêtres pour pouvoir être un peu à l'abri. Ensuite, tu as besoin de te reposer. Et une fois que tu as pu te reposer dans cet abri, tu vas avoir soif. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? La première chose, c'est de capter l'eau de pluie. Donc, sur ton toit, tu vas faire en sorte de récupérer l'eau de pluie. Cette eau, tu vas l'accumuler dans des citernes. On peut accumuler ça dans des citernes en béton ou dans des citernes en plastique. Il y a des plastiques qui sont très très bons pour la santé, qui sont alimentaires. Hein. La preuve, la quasi-totalité de ce qu'on achète comme nourriture est emballée dans des plastiques. Donc on sait très bien faire du plastique sain pour la santé. Enfin, je l'espère en tout cas. On verra si les études dans quelques années nous disent pas le contraire. On le saura dans 20 ans. En tout cas, on est au courant que stocker de l'eau potable dans une bouteille en plastique, on sait que l'eau va récolter les molécules de plastique dans l'eau. D'ailleurs, une bouteille en plastique, si vous voyez que le niveau diminue, descend avec le temps quand vous la mettez au soleil, c'est parce que le plastique n'est pas étanche. Il est étanche à l'eau, mais il n'est pas étanche à la vapeur d'eau. Étrange, hein? Donc, ne mettez jamais une bouteille d'eau en plastique au soleil. Non. Et si vous le faites un jour, emballez-la d'un tissu humide, parce qu'en été, l'avantage du tissu humide, c'est que l'eau va s'évaporer du tissu, va manger les calories de la bouteille d'eau et va vous-même climatiser votre bouteille d'eau. Mais au moins, vous la protégez du soleil direct pour éviter qu'il y ait les UV qui dégradent le plastique pour que ça aille dans l'eau. Wow. Je conseille santé comme ça. Bon appétit. Bon verre d'eau, les amis. Oui, hein. Mais si vous le faites ponctuellement et que généralement vous buvez l'eau plutôt de votre robinet chez vous, très généralement, l'eau du robinet est quand même très bonne pour la santé, malgré le fait que l'ensemble des personnes que j'ai pu voir dans plusieurs pays, hein, autant en Belgique, en Italie, en France et au Québec, et même à Cuba, la quasi-totalité des personnes avec qui j'ai pu parler de ce sujet-là, il faut filtrer l'eau potable du robinet. Parce que la ville,
comment dire, se donne pour mission de vous donner une eau potable dans les critères que elle décide être saine pour la santé. Mais vous, ce que vous décidez pour votre vie à vous, ce qui va être sain pour la santé, c'est vos paliers à vous, hein. C'est pas les mêmes que ceux de la mairie. Donc, boire de l'eau chlorée, déjà, c'est complètement antinomique envers la vie, parce que le chlore tue la vie. D'ailleurs, arroser vos plantes à l'extérieur avec de l'eau du robinet, non, faut pas faire ça. Mettez l'eau dans un, oui, c'est ça. Mettez l'eau dans des récipients. Il faut imaginer que 1 litre égale 1 heure d'évaporation du chlore. Ok? Non, c'est pas très clair. Pour évacuer le chlore dans 1 litre d'eau, il faut attendre 1 heure. Donc, si vous voulez arroser votre jardin avec 200 litres d'eau, ben, mettez un grand récipient qui va faire que l'eau va tout le temps être connectée avec l'extérieur pour que le chlore puisse s'évaporer. Ou sinon, hein, le mieux, c'est récupérer l'eau de pluie. Oui, récupérer l'eau de pluie. Puis tu parlais justement l'évaporation du chlore. On peut juste prendre un petit exemple, hein, ceux qui ont des piscines, etc., et qui, quand c'est le traitement au chlore, on sait combien de temps ça sent. Donc, imagine, quand ton eau de piscine sent plus, là, ben, c'est le temps que le chlore s'est évaporé. Donc, c'est assez long, merci. Puis, imagine, t'arroses tes plantes avec ça. Pauvres eux autres, ils doivent mourir. Ouais, mais nous, il y a plein de personnes qui boivent l'eau chlorée aussi, hein. Comment on peut imaginer un système digestif en santé si on est tout le temps en train de mettre des éléments qui tuent les bactéries dont on a besoin pour pouvoir digérer? Oui, voilà. Alors, on peut aller très loin dans les sujets de la santé par rapport à notre alimentation, l'eau et l'énergie. Le sujet est extrêmement vaste. Mais j'aimerais revenir sur un point sur l'énergie. Oui. Il y a une logique à avoir, hein, qui est très simple. C'est que quand on veut consommer de l'énergie, avant de l'avoir à la produire, c'est ne pas la consommer. C'est bizarre. Aujourd'hui, la première chose qu'on fait, c'est que j'ai besoin de telle énergie, tac, je me branche, sans essayer de trop savoir d'où vient l'énergie. Et laisser vos appareils en charge alors qu'elles sont déjà arrivées en pleine charge, c'est pas nécessaire. C'est important d'avoir à les débrancher. Toutes ces petites veilleuses qu'on peut avoir chez soi pour la télévision, plein d'appareils à droite à gauche dans notre lieu de vie, peuvent consommer en général, en France, c'est 2 TWh. C'est énorme. C'est beaucoup. Comment on pourrait convertir ça pour le Québec? J'arriverai pas à donner des chiffres qui seraient adaptés là, mais c'est probable que ça corresponde à au moins 5% de la consommation d'énergie. Faudrait que je retrouve les informations pour être plus précis dans les chiffres évidemment. Mais ce qui est intéressant avec cette logique, c'est de se dire, ok, quand moi je me branche, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet appareil? D'être conscient de ce que je fais. Et si je le fais, c'est normal d'avoir à consommer de l'énergie, il y a aucun problème là-dessus. C'est juste d'être conscient de la durée du besoin. Est-ce que j'en ai besoin de suffisamment sur une longue durée? Et donc là, on associe le fait, est-ce que j'en ai besoin? Non. Donc j'enlève la consommation d'énergie et savoir si je peux le brancher, le débrancher, ou s'il fait froid chez moi avant d'augmenter le chauffage, je vais d'abord mettre un pull. C'est des choses bêtes, hein, mais j'ai souvent vu les Québécois se balader en t-shirt chez eux alors qu'il fait moins 25 dehors. Ça peut être cohérent quand même de porter au moins un sweat avec un pull, quelque chose où vous êtes agréable hein, dedans, comme à la maison, quoi. Mais le chauffage à 32, let's go dans le fond, mais on est bien comme en été dans la maison et tout sort à l'extérieur, mais c'est pas grave, on est bien. Effectivement, un pull, des culottes de pyjama, des pantoufles! Des pantoufles. On a tout une maman qu'une ma tante, une grand-mère qui fait des pantoufles. Et c'est pareil en été, hein. La surconsommation d'énergie de la climatisation, essayez de protéger le fait que le soleil rentre pas dans la maison parce que ça va créer une surchauffe. C'est ça qui va faire que vous allez devoir climatiser de la chaleur que vous auriez pu éviter de faire entrer. Comment on évite ça? En mettant des rideaux, en mettant des volets extérieurs, des protections avec des plantes qui vont pousser devant la fenêtre au sud pour que en hiver les feuilles tombent et donc le soleil va pouvoir rentrer dans la maison. Mais en été, vous avez une petite couverture au-dessus de votre maison qui va limiter l'apport solaire. Donc là, on est en train de parler de la sobriété énergétique. Être sobre en énergie. Sobre, c'est l'inverse d'être ivre. Hein? Donc, qu'est-ce que c'est être ivre? C'est quelqu'un qui est ivre, c'est-à-dire qu'il n'a pas su se contrôler, être conscient de se dire, moi, je bois, et donc je deviens ivre d'alcool. Mais là, on peut être aussi ivre d'énergie. Et nous sommes dans une consommation d'adolescents, pour être très précis, qui a une surconsommation de l'énergie qui est hallucinante, qui est incohérente par rapport à la réalité de ce que la planète est capable de produire. Et on l'a vu, on en a parlé au début de l'émission. Donc, pour revenir sur ce chiffre-là, pas ce chiffre, mais cette information, c'est être sobre en énergie.
Vous pouvez très bien partir dans une sobriété heureuse. Il y a Pierre Rabhi qui est quelqu'un d'extraordinaire qui vous parle de ça avec amour. Vous allez pouvoir vous laisser emporter par ses paroles, pleines de sagesse. Avec la sobriété heureuse, il y a des personnes aussi qui parlent de la décroissance ou la simplicité volontaire. Ça, c'est le terme québécois qui me plaît beaucoup, Oui. qui est plus engageant que la décroissance. Il faut trouver l'équilibre entre être décroissant ou être, mais après c'est plate aussi comme ça. C'est comme plus très. La vie, elle est quand même plutôt tendance à être un peu à rebond. Ben, Donc, j'aime mieux galoper comment trouver cet équilibre-là? Hein? Surfer, il y a des vagues, galoper aussi, il y a des sauts, donc ça c'est pas de cœur. C'est ça. Comment trouver cet équilibre là-dedans? Bah, c'est trouver cette sobriété, cette conscience en fait, ce sens. En conscience, il y a aussi c'est donner du sens à ses valeurs, c'est donner du sens à ses actions, donner une direction pour pouvoir aller et tendre vers cette autonomie. Ensuite, le deuxième élément qui est vraiment important après la sobriété, c'est l'efficacité. Efficacité dans le matériel qu'on va utiliser et l'efficacité dans l'usage des appareils qu'on va utiliser. Donc, il y a quelque chose qui est assez magique, qui est en train d'apparaître de partout, c'est tous ces appareils qui sont connectés à Internet et qui peuvent être assemblés dans des applications ou même dans des petits logiciels qui vont réfléchir à notre place pour pouvoir désactiver l'ouverture des volets, des fenêtres, l'augmentation du température. Quand on a un thermostat, on le voit pas beaucoup, là. Je pourrais tourner comme ça. Là, il y a un petit thermostat qui est là, qui permet d'avoir une automatisation de la température dans ma chambre en hiver. Et c'est un appareil électronique de vraiment pas cher, qui coûte pas grand-chose et qui permet d'être extrêmement efficace au lieu d'avoir le chauffage à fond en permanence. Donc comment trouver tous ces appareils qu'on pourrait installer sur notre chargeur? Peut-être que si vous chargez régulièrement tous les soirs votre téléphone portable sur le réseau électrique, ben je vous invite à mettre un minuteur. Et vous mettez le minuteur qui correspond à la durée de charge. En général, un téléphone se charge en 2-3 heures. Vous mettez un minuteur qui, au bout de 2-3 heures, s'arrête de charger. L'avantage énorme, c'est que vous allez arrêter de surconsommer la batterie, parce qu'une batterie qui est tout le temps tapée dans le fond pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit au maximum de sa charge, elle perd de sa performance avec le temps. D'ailleurs, une batterie au lithium, c'est une durée de vie moins longue aussi, effectivement. C'est ça, on va réduire sa durée de vie. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de ne pas descendre en dessous de 20% d'une batterie. Parce qu'une batterie au lithium, elle est performante lorsqu'on joue souvent entre les 20 et 100% de la batterie. Passer en dessous de 20% de batterie, ça use véritablement l'efficacité et la performance de la batterie. C'est quand même spécial. Faut pas trop la charger parce que ça diminue sa qualité de vie, sa durée de vie. Il faut pas trop la décharger. Mais si on descend trop en bas aussi, on parle encore d'équilibre. Et ça, je parle de la batterie au lithium-ion, qui est une batterie qui est extrêmement agréable, facile à utiliser, qu'on peut recharger comme on veut, qu'on peut débrancher, rebrancher comme on veut. C'est vraiment très facile d'usage. Mais quand on prend des piles alcalines, ce qu'on met souvent dans les lampes frontales, par exemple, ça, par contre, il faudrait pas descendre en dessous de 20%. C'est-à-dire que quand on a 100% de la batterie, dès qu'on descend la consommation jusqu'à à peu près 80%, il faudrait la recharger à nouveau pour pouvoir être tout le temps dans le top de la batterie. Pour maintenir son niveau de performance sur très long terme. Ça veut dire pour garder la qualité de cette batterie-là, genre, ça demande beaucoup d'énergie tout le temps pour peu d'utilisation. Mais il y a quelque chose qui est assez magique, c'est que chaque jour, il y a du soleil. Et donc, chaque jour, on peut très bien utiliser un petit panneau solaire qui va faire en sorte que vous allez pouvoir recharger votre téléphone. Donc, vous voyez, quand la petite lumière verte s'allume, c'est parce qu'il est en direction du soleil. Cool. Donc, avec la prise USB qui est là, moi, je recharge mon téléphone régulièrement chaque jour avec ça. Ça, c'est hot. Plein de petites affaires de même. Et puis même l'éclairage extérieur, des fois, l'éclairage d'appoint, ces choses-là, on voit ça de plus en plus. Les petits panneaux solaires, les gens s'installent, etc. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Mon ami, c'est une vieille batterie de voiture qui fonctionne encore, qui est installée avec son panneau solaire et son réseau de lumière fonctionne devant son terrain. Oui. Si vous êtes intéressé pour pouvoir installer vos systèmes d'énergie renouvelable, il y a Solutions ERA qui propose une formation sur l'ensemble de comment concevoir une maison écologique. Et le dernier cours est avec Rémi Pratt, qui a, plus de 30 ans d'expérience dans l'installation de solaire dans des sites isolés. Et sa spécialité, lui, c'est d'installer des sites isolés sur des bateaux. Un bateau, c'est évident que quand il est sur la mer, il est complètement isolé.
Hein, il n'est pas raccordé au réseau Hydro-Québec ou ou EDF, quoi. C'est pas possible. T'imagines la rallonge. En plus, l'électricité dans l'eau, on sait bien que c'est quand même assez dangereux. Donc non, c'est évident qu'il a cette capacité à pouvoir être capable de concevoir des lieux, autant pour une maison qu'un bateau, qu'une petite cabane dans les arbres. Une cabane dans les arbres. J'aimerais vraiment avoir une cabane dans les arbres avec des panneaux solaires. Sauf que là, j'ai remarqué un petit détail, je me fais une parenthèse, mais comment faire pour avoir un panneau solaire quand t'es dans ta cabane dans les arbres? Alors qu'au-dessus de toi, t'as la canopée. La canopée, c'est le sommet des arbres qui est fait en sorte de couvrir la totalité de la surface au-dessus pour que tous les UV nourrissent l'arbre. Donc il y a plus d'UV qui arrive jusqu'à toi. T'as juste la luminosité, mais t'as plus de soleil direct. Donc il faudrait mettre un panneau qui soit au-dessus des feuilles. Ouais. Ou à mettre un panneau dans une clairière et avoir les fils électriques qui ramènent jusqu'à chez toi. Effectivement, beaucoup de possibilités qui s'offrent avec l'énergie solaire et aller découvrir aussi ce que présentent des organismes ou des sociétés qui se spécialisent dans l'information ou dans la mise en place. Goulven vient d'en glisser un mot, Solution ERA. Vous pouvez aussi retrouver Goulven sur Facebook très facilement avec sur observe ta nature. Ta nature. Observe ta nature. Facebook.com/observe ta nature. Ta nature, donc ça va vous faire plaisir de répondre à vos questionnements ou si vous avez un projet de mise en place ou que vous savez pas par où commencer, vous avez aucune idée. Goulven est l'homme qu'il vous faut. Bon, ça quand même. Merci Mario. Mais c'est sérieux. Et là, en passant, t'as un beau bonjour de Mathieu Leclerc. Mathieu qui est en train de suivre sa formation avec Solution RL. Je sais plus laquelle. Je m'excuse, je suis désolé. J'imagine le certificat. C'est en plein ça. Et Mathieu, il est là. Puis il est venu ce week-end. Ils sont venus faire un tour le week-end passé. Et ben c'est sûr, j'ai expliqué que j'avais l'intention dans quelques temps de vraiment procéder à un changement majeur ici. Et très intéressé à mettre en place et à participer avec mon ami Goulven aussi à venir voir, mais que ce soit le temps de dire wow, on procède et on va filmer ça parce que tu le sais, c'est un projet, je veux montrer que ça se réalise par monsieur, madame, tout le monde. Très bonne idée. Quand tu décides quand tu décides de vraiment faire ces changements-là, les choses se mettent en place, tu décides de les mettre en place, ben tu procèdes et ça prend le temps que ça faut, mais moi j'ai considéré qu'il fallait vraiment prendre le temps de régler certaines choses avant, puis après ça, ben go for it, on va. Je vais te donner une citation pour prendre le temps. Je crois que c'est Thomas Jefferson, donc un ancien président des États-Unis, qui disait « Si vous me donnez 6 heures pour couper un arbre, je passerai 4 heures à aiguiser ma hache. » C'est tout. Ce qui veut bien dire prenez le temps de réfléchir à concevoir votre projet. Soyez sobre dans la consommation d'énergie, mais soyez ivre de la connaissance, d'essayer de capter de la connaissance pour pouvoir la mettre dans votre projet. Ensuite, soyez efficace dans l'usage des matériaux que vous avez utilisés, dans l'efficace des systèmes que vous avez utilisés, parce que vous l'aurez bien conçu. Et après, seulement après, vous allez pouvoir installer des systèmes à énergie renouvelable, du solaire, de l'éolien, de la biomasse, donc tout ce qui va être chauffage au bois, pour l'usage de votre maison. Et il y a même de la biomasse qui produit l'électricité en cogénération. Donc, il y a grande liberté, il y a beaucoup de choses qui est envisageable. Et même la biomasse peut créer aussi du gaz, du méthane. Oui. Donc pour la cuisine, voilà, on est capable d'être autonome. On est capable de produire de la chaleur, on est capable de produire de l'eau chaude, on est capable de produire plein d'éléments de façon passive dans nos maisons. Donc soyez négawatts. Négawatt, c'est un peu l'explication de la non-consommation d'énergie, et être efficace en énergie, et ensuite et seulement après installer les énergies renouvelables. Donc c'est la négawatt. Watt, c'est l'unité de mesure de l'énergie, et la non-consommation, c'est le négawatt. C'est une association, c'est même plus qu'une association, c'est une fondation en France qui a pour vocation d'offrir un scénario concret, très réaliste pour pouvoir sortir du nucléaire. Oh, et il y a même une annonce récemment qui a été faite par Nicolas Hulot, le ministre de l'écologie en France. Je l'ai appris en lisant ça, je savais même pas que c'était lui qui était ministre. Ça m'a fait plaisir d'une certaine façon parce que de tous les ministres que j'ai pu connaître dans l'écologie, je pense que c'est le seul qui a l'air de connaître vraiment un peu le sujet. Après, on peut dire ce qu'on veut sur cette personne. En attendant, s'il fait des choses, là, il a annoncé qu'il voulait fermer d'ici 2025. Donc, on est 2017-2018 quasiment, donc c'est dans 6-7 ans, 8 ans. Il voudrait fermer d'ici 2025 17 centrales nucléaires. C'est magique.
Et là, tout le monde s'affole en disant, ah, mais comment on va faire? Non, non, mais la production, en fait, quand vous consommez en France, quand vous consommez de l'électricité dans votre maison, en réalité, vous consommez seulement 30% de nucléaire. Pas 100%. Hein. Non, 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 30%. Généralement, avec toutes les pertes qu'il y a dans le réseau, avec toute la quantité d'énergie qu'on peut essayer de surproduire dans le nucléaire, ce qui vous arrive réellement chez vous, c'est 30%. Donc, d'avoir enlevé 17% de ces 30%, ça va pas trop changer grand-chose. Du tout. Qu'est-ce que c'est les 70% de plus? C'est tout ce qui va être un petit peu d'hydroélectricité, mais essentiellement du pétrole. La France consomme une immense quantité de pétrole et de diesel pour pouvoir faire tourner toute sa machinerie. Alors, les chiffres que je vous annonce là comme ça, ils peuvent être un peu mal interprétés si vous n'avez pas l'étude sous les yeux, mais je vous invite à suivre l'étude qui a été réalisée par comment c'est déjà, l'Institut de la consommation de l'énergie en France. J'ai oublié le nom, c'est pas l'ADEME, hein, même si vous pouvez retrouver ce document-là aussi auprès de l'ADEME. En tout cas, il y a une étude avec un tableau un peu complexe où il y a toutes les productions et toutes les consommations d'énergie avec toutes les pertes. On voit la quantité d'énergie produite avec le nucléaire. Il y a un gros morceau qui part en perte et un petit morceau qui part pour produire l'énergie. C'est comme ça que je parle du 30% en fait. Hein. C'est parce qu'il y a quasiment 60-70% qui part en évaporation. Wow, c'est quand même pas beaucoup pour. On sait très bien ce que ça amène l'énergie nucléaire, etc. Donc, juste d'être conscient, ça va permettre justement d'éliminer ce genre de ressources énergétiques-là, hein, qui est vraiment pas bonne pour la planète, là, déjà un. Non, mais donc, puis, très souvent, quand un pays possède le nucléaire, c'est pas que pour produire de l'énergie, hein, c'est pour produire aussi autre chose. Ouais. Donc, c'est encore un pays qui a peur et qui est prêt à appuyer sur le bouton pour pouvoir faire peur aux autres pays d'à côté. Effectivement. Donc, pour avoir une vision un peu plus réaliste, donnez du sens à vos projets, donnez du sens à votre responsabilité pour vous dire, OK, je me responsabilise, je veux m'engager dans ce qui est possible de faire chez moi, dans mes actions, quand vous sortez de chez vous aussi, dans la localité de votre habitat. On a abordé déjà dans les thématiques précédentes. Hein. Votre lieu de vie va définir aussi énormément votre consommation d'énergie, votre production d'énergie. Et une fois que vous avez pu donner tout ce sens-là, vous pouvez tendre vers cette fameuse autonomie. Mais être autonome, c'est être autonome avec soi-même. Hein. C'est savoir s'aimer, c'est savoir apporter un regard sur soi-même pour pouvoir s'apprécier tel qu'on est déjà et simplement être en accord, en bien-être, en bonheur avec soi-même. C'est pas assez beau, ça. Cohabiter avec la nature, ben ça amène ça aussi, hein. Ça amène de prendre conscience, ça amène aussi d'amener des changements. Et tu sais, hein, de minute qu'on veut devenir responsable, Goulven, on en parle un peu, bon, on prend les procédures qu'il faut. Et quand ça parle à une personne ou que quelqu'un se pose une question sur comment changer mon environnement parce que moi je veux être plus en harmonie, ben il y a plein de solutions qui se proposent, qui se mettent en place. Il y a plein de possibilités, de tous les budgets aussi. Hein, faut pas commencer avec bon, moi j'ai une idée fou, mais ça c'est moi. Hein, moi j'en rase et on recommence au complet. C'est tout, c'est voilà. Tant qu'à faire de quoi, montage. C'est pas si fou que ça. Moi c'est pas compliqué. Moi c'est je veux s'assurer que, mais ça soit le temps, c'est qu'on rase tout, on regarde le terrain et on recommence à nous, tout simplement. De même, ben, ça va être monté de façon où on va mettre tout en place de façon bien réfléchie, bien posée, bien ci, bien ça. On sera pas obligé de recommencer dans 2 ans. Donc, parce qu'il y a aussi ça tout à prendre en considération. De pas toujours être obligé de recommencer ce qu'on fait, sinon c'est une perte de temps, perte d'énergie. Oui, puis il y a d'autres choses plus intéressantes parfois dans la vie. Une fois qu'on a fait notre maison, c'est pas concevoir et construire une maison, c'est génial. Mais une fois qu'on l'a fait, il y a d'autres choses à faire. Il y a plein d'activités sportives à faire. Il y a plein de rencontres, de voyages, des rencontres humaines, de savoir vivre ensemble aussi. Hein, la communauté est un élément essentiel. On peut pas ne pas se passer des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Il y a vraiment à prendre conscience de cette capacité à pouvoir vivre en communauté. Faire société, c'est un peu l'idée en fait. Comment faire société? Il existe plein d'initiatives un peu partout au Québec et même en France. Hier, j'ai regardé l'initiative de Terra, T-E-R-A, avec François. Attendez, je vais retrouver le nom dans un instant. Je vais cliquer au bon endroit. Frédéric Bosque, donc qui m'a complètement métamorphosé parce que justement il a pris la métaphore de la métamorphose de la chenille en papillon. Mmh. Et il a rassemblé plusieurs éléments pour pouvoir faire société. Et au lieu de faire société dans une grande ville où c'est un peu complexe parce qu'il y a trop de diversité, il est allé voir les petits villages qui sont en train de mourir.
Et c'est le cas aussi au Québec. Il y a plein de villages qui sont en train de mourir. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir à se dire, ok, comment je peux aller chercher des solutions avec des personnes qui ont déjà fait l'initiative, d'aller rencontrer tout plein de personnes, tout plein d'initiatives qui fonctionnent. Hein, on dit ouais, plus tard on va pouvoir faire certaines choses, mais il y a des gens, ça fait 30, 50, 100 ans Qui font bon, déjà. qui sont dans une autonomie énergétique, une autonomie alimentaire, une autonomie en eau, et parfois les trois en même temps. Parfois ils sont même dans une autonomie d'amour avec les gens qui sont autour d'eux, et ils se sentent bien en communauté, ils se disent moi ça me fait plaisir de vivre ici. Je sais que ce que je produis va avoir un impact positif sur la société dans laquelle je vis, et j'ai conscience de mon impact. Donc je contribue à cette communauté, je contribue à cette société. Et en plus, pour éviter que l'argent s'échappe, ils utilisent souvent une monnaie citoyenne qui peut être parfois adossée à l'euro. Donc, c'est-à-dire 1 euro égale une monnaie citoyenne. Mon père a pris le relais longtemps après moi. Moi, j'avais démarré ça en 2011 dans le sud de la France. Là, depuis l'année dernière, ils ont lancé une monnaie locale qui s'appelle la Belugue. Cette monnaie locale, elle est en train d'être initiée et d'être récupérée un petit peu par la politique pour être popularisée dans un canton. Alors un canton, c'est un lieu qui va regrouper à peu près 6-7 communes, 6-7 villes. Et tous ces villes-villages vont se mettre à consommer des produits locaux. Et dès qu'on va transformer 1 euro dans cette monnaie locale, l'argent de monnaie locale va tourner dans ce canton. Et donc la liberté de ce qui peut en découler, c'est que au lieu que l'euro sorte et retourne un peu dans les marchés financiers qui représentent 98% des échanges monétaires journaliers, comment essayer de jouer dans ces 2 petits pourcents de rien du tout en créant une monnaie locale chez soi pour pouvoir être responsable, parce que chaque fois que vous allez acheter un produit dans cette monnaie locale, vous allez renforcer et vous allez contribuer à la production locale, à la personne qui est en face de vous, et cette monnaie, s'il y a besoin, elle pourrait très bien être reconvertie en euros, mais en perdant un peu de sa valeur. Donc, il va falloir acheter plus cher l'euro, en fait. Donc, on va faire en sorte que tout le temps, la monnaie reste à peu près locale. Et il y a plein de villes un peu partout en France qui sont en train de mettre ça en place. Sur la planète, il y a plus de 5000 monnaies locales dans plein de pays différents. Et si ça vous intéresse comme sujet, je vous conseille très, très fortement le livre extraordinaire de Philippe de Ruder, qui est un ami, qui vit au nord de Montréal, au Québec, et qui voyage très souvent en France pour pouvoir installer des monnaies locales et contribuer des villages, des associations, des OBNL à mettre ça en place pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent faire société. Et c'est pas que la monnaie, hein, il faut qu'il y ait plusieurs activités en même temps. Il faut qu'il y ait un mouvement de ville en transition, et la monnaie, il faut qu'il y ait des personnes qui se mettent à cultiver, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs différents, il faut qu'il y ait de la diversité, mais il faut que ce soit de la diversité qui soit locale. Et là vous donnez du sens à votre argent, vous donnez du sens à chacune des actions lorsque vous sortez de votre maison. On l'a vu avec la maison, comment donner du sens, mais quand vous allez consommer à l'extérieur, l'impact de votre consommation d'énergie, l'impact de la consommation des produits que vous allez acheter à l'extérieur de votre maison va avoir un impact très important sur l'environnement. Et si vous pouvez acheter du local, vous allez arrêter d'aller extraire le surplus d'énergie qui est partout. Mais n'allez pas vous empêcher de manger de la quinoa. C'est trop bon, mais c'est juste n'en mangez pas tous les jours. C'est ça la différence. Et je vous parle de céréales, de légumes. Je vous ai même pas parlé de la viande. Pour moi, c'est même pas envisageable de consommer encore de la viande telle qu'on le fait, parce que d'ailleurs, quand on voit toutes les structures associatives mondiales, hein, les très grandes associatives, Greenpeace, WWF, et j'en passe, et ils parlent très peu de l'impact de la consommation de la viande dans l'engagement de la nature. Et il y a Anne-Marie Roy, qui est une des professeurs qui intervient dans le certificat du cours du design en bâtiment écologique avec Solutions ERA. Anne-Marie Roy, elle parle du sujet de l'impact de la viande dans notre alimentation, sur notre santé, et pourquoi ça n'a pas toujours lien avec notre alimentation normale. Qu'est-ce que c'est notre alimentation normale? Et elle explique ça vraiment très bien, et les commentaires. Moi, je savais pas que les gens allaient pouvoir autant apprécier son commentaire, mais sous toutes les vidéos, tout le monde est enchanté d'avoir vu ce type de discours, peut-être parce que les gens n'ont pas souvent accès à ce type d'information qui est précise, où elle donne la quantité de glucides, de protéines et de corps gras qu'on doit manger régulièrement chaque jour.
et comment on va le retrouver dans tous les aliments qu'on peut avoir dans notre alimentation. Et quand on rassemble tous ces éléments-là, ben, au bout d'un moment, on commence à être de plus en plus conscient, on commence à donner de plus en plus de sens à notre consommation de façon générale. Et là, on peut faire société parce qu'on est plus détendu, on est moins stressé. Effectivement. Et d'ailleurs, si vous êtes stressé à m'écouter en me disant il faut arrêter de manger de la viande, là, respirez par le ventre. Observez un enfant, comment il respire. Vous voyez son ventre, comment il gonfle, comment il se dégonfle, comment il se gonfle, comment il se dégonfle, tranquillement. Et respirez pas avec le haut de votre poumon, comme moi j'ai pu faire plus de 20 ans de ma vie là. Mais aujourd'hui, je redescends cette énergie dans mon hara, dans mon ventre, et je prends plaisir à voir mon nombril grandir, grossir, à voir la bedaine qui se gonfle et qui se dégonfle. Et il y a mon diaphragme qui s'ouvre, qui se détend, et tout le reste fait que je suis moins stressé. Donc voilà, je vous ai pas mal parlé de plein de sujets différents. Je pourrais continuer encore pendant des heures. C'est tellement intéressant, Goulven. Continuez à vous former avec Solutions ERA. Formez-vous en permaculture, parce que la culture, pour pouvoir savoir comment cultiver chez soi, c'est important, mais ça va au-delà, parce que la permaculture, c'est comme parler d'environnement, d'écologie, de nature. Allez-y, quoi. Faites-vous plaisir à connecter, faire des liens. Parce que moi, quand j'ai étudié l'écologie, j'avais étudié plein de morceaux de l'écologie. Et le jour où j'ai étudié la permaculture, j'ai appris à faire le lien avec tout ça. Avec ça, ouais. Et je l'ai même appris à en faire un lien qui avait une forme, comme dans la nature, un pattern, un motif qui fait qu'on retrouve ça dans la nature et qui fait ah mais oui, une fleur, une hélicoïde ou une hélice, un vortex ou un double fer de H, enfin plein de formes qu'on retrouve régulièrement dans la nature, et d'associer les schémas. Lorsque je dessine des schémas pour pouvoir expliquer certaines choses, j'associe les formes de la nature là-dedans, très souvent qui sont en rapport avec le nombre d'or et ainsi de suite, parce que le nombre d'or c'est ce qu'on va retrouver dans notre main. Mais si je vous tourne mon poing comme ça là, attends, ah oui, c'est comme ça. Est-ce que j'arrive à le faire? Quand je ferme mon poing, ben là vous avez exactement le nombre d'or qui est l'hélice. Vous avez le nombre d'or, c'est-à-dire que la taille de cette première phalange, vous la multipliez par 1.618 et vous avez la longueur de la prochaine phalange. Celle-ci, vous la multipliez par 1.618, vous avez la prochaine phalange, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous avez le nombre d'or dans votre main. Vous avez le nombre d'or dans votre visage, dans vos yeux, dans plein de choses. Et là, la main, c'est facile, on la voit, on la regarde, comme quand on parlait, comme si on parle dans un micro. Concevez votre maison sur le nombre d'or. Excellent, excellent. Très belle chronique, mon ami. Ça paraît en plus que tu as amené une énergie avec toi qui est extraordinaire. Je suis vraiment content de te retrouver, mon ami. La semaine passée, on n'était pas là. Donc, oui, j'étais en forêt. Hein. En plus, c'est vrai, tu étais en forêt, mais même moi, en plus, c'était non, toi, tu étais occupé aussi et j'étais très occupé aussi. Donc, vraiment agréable, Goulven, cohabiter avec la nature. Tu sais, la chronique s'appelle peut-être cohabiter avec la nature, mais quand on est de même à chaque semaine, les amis, on est avec Goulven Bazé, un passionné, hein? C'est vraiment un passionné qui aime aller au fond de l'information ou aller chercher l'information qu'il faut et découvrir et partager pour nous permettre à des gens comme moi hein, qui arrivent et qui découvrent ben d'aller chercher des réponses, hein, puis aller chercher aussi des solutions puis échanger. Ben c'est ce qu'on fait chaque semaine avec vous les amis. Merci beaucoup Goulven Bazé. Ça me fait très plaisir. Merci à chacun des amoureux de la nature qui veulent s'engager et faire acte chaque jour, étape par étape, d'une action concrète pour l'environnement, pour la nature, pour vous, pour être juste bien, s'épanouir. Merci. Just chill. Ciao. Ciao. Bonne semaine les amis.